Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 14 août. Alain Bernard n'a pas failli dans l'épreuve reine de la natation, le 100 mètres nage libre. Il a été sacré ce matin champion olympique en 47 secondes et 21 centièmes. Suicide d'un jeune handicapé, Rémi Salva, 23 ans, qui avait demandé qu'on l'aide à mettre fin à ses jours. Il a finalement choisi seul d'ingurgiter une surdose de médicaments. Sa mère, Régine, sera en direct dans ce journal. L'économie française en panne, au deuxième trimestre, la croissance est en recul, peut-être le signe de récession, tout dépendra des résultats du troisième trimestre. Dans le Caucase, si les armes se sont tues, les forces russes occupent toujours la ville de Gori en Géorgie. Condoleezza Rice, après avoir rencontré Nicolas Sarkozy en France, sera ce soir à Tbilissi. Le festival de la Roque d'Enterron, où les plus grands pianistes se retrouvent chaque année dans le Luberon et où les concerts se donnent en plein air, à la tombée du jour, se poursuit jusqu'au 22 août. Il était au rendez-vous, le spectaculaire Alain Bernard, champion olympique dans l'épreuve reine de la natation, qui a écouté le sourire aux lèvres retentir la Marseillaise. Sur place, Julien Benedetto et Jean-Marc Nouzouk. 100 mètres pour l'éternité. À 25 ans, Alain Bernard est le nouveau roi de l'épreuve reine. Une immense émotion envahit le clan français. Le géant d'1,96 m fond en larmes à la sortie du bassin. Ça fait des années que je travaille. C'est pour vivre des moments comme ça. Merci tout le monde. Ça y est, j'ai réalisé mon rêve. C'est le plus beau jour de ma vie, vraiment. Bassin annexe, quelques minutes plus tôt. Ultime conseil de son entraîneur, les deux hommes ont consacré les 4 dernières années à cette finale olympique qui réunit les 8 meilleurs sprinteurs de la planète. Immédiatement, la course se résume à un duel entre le Français champion d'Europe et Eamon Sullivan. L'Australien bonnet jaune, détenteur du record du monde, vire en tête à mi-course, mais le Français s'accroche à son rêve. Qu'est-ce que vous vous dites dans les 20 derniers mètres quand vous êtes au coude à coude avec Sullivan? Vous vous parlez? Je me dis non, c'est pas toi, c'est moi qui vais toucher le premier, voilà. 47 secondes 21 centièmes. À l'arrivée, Alain Bernard conserve une main d'avance sur l'Australien. C'est quelques centièmes qui lui avaient manqué pour décrocher l'or dans le relais. Troisième nageur tricolore champion olympique après Jean Boiteux et Laure Manodou. Ses proches ont du mal à réaliser. C'est beaucoup d'émotions et voilà, on repense aux ces nombreuses années de travail qui, depuis 8 ans, nous jalonnent notre vie à tous les deux finalement. Est-ce qu'il y a des mots pour exprimer tout ça? Il faut les inventer, je crois. Il faut, voilà, au-delà de tout ça, je sais qu'on donne du bonheur à tellement de gens. Le champion olympique quitte tranquillement la piscine après avoir reçu par téléphone les félicitations du président Sarkozy. Ses amis l'attendent pour le congratuler. Plus rien ne sera comme avant pour Alain Bernard, là-haut, au panthéon du sport français. Et très loin de Pékin, autour des parents d'Alain Bernard, dans les Hautes-Alpes, tout le village s'était réveillé pour suivre l'épreuve en direct. Pas de chance au moment clé le drame, un câble est débranché, la télévision s'éteint, le temps est suspendu. Arnaud Comte et Gilles Guérin. Sa famille et ses amis se sont réunis dans la salle des fêtes du village. À Pékin, Alain Bernard s'apprête à s'élancer. 4h49, stupeur au départ. Ouais, c'est rebranché. Pas d'image, problème technique, il n'y a plus que le son. Sensation ici, Alain Bernard décroche le plus beau des titres. Après 47 secondes d'angoisse, Eliane la maman est en larmes. Je n'ai pas vu. Son fils est champion olympique. On n'a pas vu la course, mais c'est un faute à vraiment pas de chance. Quand j'ai entendu qu'il était champion olympique, j'en revenais pas. C'est mon petit frère qui est champion olympique. C'est fou. C'est ce qu'il voulait. Quand il s'entraînait avec nous au Bagne, il était déjà plus petit que nous et déjà il nous tirait bien la bourre. Donc on a bien vu qu'il avait déjà des qualités et après il a eu une montée en puissance exceptionnelle. Exceptionnel destin d'un enfant que tout le monde a vu grandir dans le village d'origine de la famille Bernard. C'est très émouvant. Moi j'ai eu ma petite larme, comme beaucoup d'ailleurs à Châteauvieux aujourd'hui. Ici, Alain Bernard est déjà un héros. Et dire qu'il pourrait décrocher samedi sa 2e médaille d'or.
Il faut remonter à 1952 pour retrouver une médaille d'or française en natation masculine. C'était Jean Boiteux qui avait remporté le 400 mètres nage libre. L'image de son père sautant dans la piscine, le béret sur la tête, pour féliciter son fils alors que tous les concurrents n'étaient pas encore arrivés, ce qui a failli le disqualifier, a fait le tour du monde. On écoute l'ancien champion olympique qui a revécu son âge d'or. On est dans un petit nuage d'abord parce que on a bagarré, on vient de batailler dans l'eau, tout ça, pendant des années. C'est quand même le titre suprême pour maintenant en sport, ça arrive que tous les 4 ans. Et c'est certainement pour lui une immense joie, une immense fierté. On est champion olympique d'une Olympiade. Il est champion olympique et il sera toujours champion olympique. Même s'il ne gagne pas la prochaine fois, il est toujours champion olympique. Voilà, et ça reste à vie, quoi. Alain Bernard, c'est le sportif qui rassemble tous les suffrages. Ce garçon sympathique d'Aubagne, gendarme quand il n'est pas dans les bassins, et qui avant de se lancer dans la natation était de l'aveu même de sa mère, plutôt maigrichon, il a bien changé. Portrait signé Claire Lessing et Frédéric Basile. On le surnomme le géant blond des bassins. Rationnel, méticuleux, à 25 ans, Alain Bernard ne lève jamais le pied. À coup de séances de musculation et de longueur, cette saison, il aura nagé plus de 2000 km. Je fais ça depuis des années et c'est vraiment ma passion. Le but ultime, c'est d'aller au jeu, c'est de faire quelque chose au jeu. Et pour ça, il faut rester concentré, il ne faut pas s'évader, il ne faut pas dire bon, on a fait ce temps, maintenant on est tranquille. Non, non. Le gamin d'Aubagne a fait du chemin. Petit, il n'aime pas l'eau et apprend à nager pour faire plaisir à sa mère. Plus tard, c'est son physique qui pose problème. Selon son ostéopathe, son corps est raide comme du bois. Mais le monde de la natation guette le déclic. Il aurait pu arriver aux Jeux d'Athènes. Malade, il doit déclarer forfait. J'ai attrapé quand même une toxoplasmose et une mononucléose en même temps. Et c'était une année importante, c'était l'année de qualif des Jeux. En mars 2008, au championnat d'Europe, c'est la consécration tant attendue du colosse. Il enchaîne les excès de vitesse, record du monde de l'époque sur 50 et 100 mètres nage libre. Ces 8 années de travail, son physique hors norme ont fini par payer. Aujourd'hui, le grand gaillard est le roi du sprint et le nageur le plus rapide de la gendarmerie, c'est sûr, où il prépare une possible reconversion. Et pendant ce temps, Laure Manodou sauve l'honneur. Elle s'est qualifiée pour les demi-finales du 200 mètres d'eau, sa nouvelle spécialité, mais en n'arrivant que 10e des séries. Pour parvenir en finale, il lui faudra être dans les 8 meilleurs temps. Elle a annoncé qu'elle ferait une longue pause dans sa carrière et ses entraînements. Il faut dire que Laure Manodou a d'ores et déjà beaucoup perdu dans ces JO de Pékin. Nous reviendrons à la fin de ce journal sur les autres temps forts de cette journée olympique. Il s'appelait Rémi, il avait 23 ans et souffrait d'une maladie dégénérative rare. Il s'est suicidé dimanche dernier en prenant des médicaments. Auparavant, il avait écrit au président de la République pour lui demander une aide au suicide. Nicolas Sarkozy lui a personnellement répondu. Mais face à ce qu'il a considéré comme une fin de non-recevoir, le jeune homme a choisi de mettre fin à ses jours. Laetitia Legendre et Virginie Travers. Une cérémonie religieuse à la mémoire de Rémi Salva. Le jeune homme, lourdement handicapé, qui s'est suicidé dimanche dernier en surdosant ses médicaments. Il allait avoir 24 ans dans quelques jours. Quand on le voyait, c'était vraiment un message d'espoir pour tout le monde parce qu'il montrait jamais qu'il avait mal ou qu'il se sentait pas bien. La passion de Rémi, l'aïkido, qu'il continue à pratiquer malgré la maladie dégénérative qui lui rongeait ses muscles depuis l'âge de 6 ans. Une équipe de France 2 l'avait rencontré dans le cadre d'une émission diffusée à la rentrée prochaine. Il confiait alors ses angoisses. Je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus. Et ça te rend triste, ça t'horripile, ça, c'est... Bah, ça me tue. Enfin, ça me tue. Je sais pas si c'est le mot exact, mais... Ouais, je peux pas supporter, on va dire. En mai dernier, Rémi avait écrit au président Sarkozy afin qu'on lui permette de mourir. Je vous demande de laisser de côté votre avis personnel et d'arrêter d'être sourd. Il faut que la loi change. 4 jours avant son suicide, il a reçu une réponse de l'Élysée. Pour des raisons philosophiques et personnelles, je crois qu'il ne nous appartient pas, que nous n'avons pas le droit d'interrompre volontairement la vie. Avant de se donner la mort, Rémi a tenu à laisser un ultime message à ses parents. J'espère que le débat sur l'euthanasie ne sera pas jeté à l'eau. Allez, bye bye. PS.
Je prends ces médicaments parce que je peux encore le faire. Quelqu'un m'a demandé si j'étais soulagée. Non, 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 il n'y a aucun soulagement. Rémi aurait dû avoir encore devant lui des moments de vie, de joie, de rire. Une autopsie du corps de Rémi Salva a été réalisée. Une enquête est ouverte. Relancer le débat autour de l'euthanasie et du suicide assisté a été ces derniers mois la raison de vivre du jeune homme et aussi sa raison de mourir. Et vous l'avez vu, Rémi Salva a été suivi pendant plusieurs semaines par une équipe de tournage de Tony Comiti qui l'a filmé, lui a permis de s'exprimer comme il le souhaitait. Vous verrez ce document sur France 2 à la rentrée dans l'émission Cellule de crise. Aujourd'hui, c'est donc la loi Leonetti d'accompagnement de fin de vie qui s'applique. Elle permet de laisser mourir les patients, mais pas l'euthanasie active. Le point sur ce que prévoit cette loi avec Perrine Bonnet et Nils Brunelli. L'implication de Marie Imbert et du docteur Chaussois dans la mort de Vincent en 2003 a provoqué un grand débat dans l'opinion publique. Jean Leonetti, député UMP, est alors chargé d'une mission sur l'euthanasie qui aboutit à la loi qui porte son nom. Que permet la loi? Elle permet ce qu'on appelle l'euthanasie passive. Le médecin peut décider, sans crainte de poursuite, l'arrêt des traitements actifs de son patient. Il peut aussi donner un traitement antidouleur à des doses élevées au risque d'abréger la vie. Que ne permet-elle pas? Elle ne permet pas l'euthanasie active, telle qu'elle est autorisée en Belgique ou aux Pays-Bas. Un médecin français ne peut pas donner directement la mort au patient, ni lui prescrire un produit dans le but d'abréger la vie, c'est-à-dire assister un suicide. Comment peut évoluer la loi? Chantal Sébir ou le jeune Rémi Salva n'étaient pas en fin de vie. Ils réclamaient justement le droit au suicide assisté. Jean Leonetti pense que la loi peut être améliorée, mais en aucun cas dans ce sens. Si la demande c'est « je ne veux pas de dialogue, je ne veux pas de soins, je veux simplement que vous m'apportiez la mort parce que je la réclame et que j'ai décidé de ne plus vivre », eh bien aujourd'hui, et je l'espère pour longtemps, il n'y a pas une loi qui donne un droit à mourir à toute personne qui le réclame. En ce qui concerne le rôle des proches, la loi Leonetti ne s'en mêle pas, c'est à la justice de l'apprécier. Le choix du suicide reste de toute façon en France une liberté individuelle. Et nous retrouvons en duplex Régine Salva, la maman de Rémi. Bonsoir madame. Vous saviez évidemment qu'il voulait en finir. Vous pensez qu'il a voulu vous épargner en choisissant de mourir seul? D'abord, je vais préciser que je ne savais pas que Rémi voulait en finir là. Là. Maintenant. Je sais que Rémi, voilà, Rémi avait une maladie évolutive lourde, il était très lucide, il savait qu'un jour, peut-être dans quelques mois, peut-être dans 2-3 ans, il perdrait tous ses moyens, qu'il souffrirait énormément, qu'il risquait d'être prisonnier de son corps et de ressentir des douleurs et de vraiment se retrouver grabataire jusqu'à un jour mourir, si on ne le nourrissait pas, hein, que son cœur battrait. Donc Rémi, ce qu'il demandait, ce qu'il avait voulu demander, ce n'était pas là maintenant je suis déprimée ou je vais mal et je demande qu'on me permette de mourir, que quelqu'un vienne me tuer carrément. C'était de dire dans des situations exceptionnelles, lorsqu'il y a trop de souffrance, lorsque l'être peut se retrouver prisonnier des années et des années, parce que c'est le cas actuellement dans cette souffrance, il faudrait que des équipes médicales aient le droit effectivement d'apporter l'euthanasie ou ce qu'il appelait lui à un autre moment dans ses paroles le suicide assisté. Madame, son suicide, voilà. Son suicide évidemment a été rendu public. Est-ce que c'était votre choix? Est-ce que c'est parce que votre fils voulait que la loi change? C'était le choix de Rémi, nous n'étions absolument pas au courant, nous n'avons pas imaginé un instant, ne serait-ce que le soir même, que Rémi pourrait commettre un tel geste. Il avait depuis 3 mois une évolution effectivement rapide de perte de possibilités. Il savait que, par exemple, il avait perdu l'usage d'un bras en l'espace de 8-15 jours et il a dû avoir peur que le même problème lui arrive et se dire que s'il souhaitait partir, s'il avait trop mal, s'il était trop détruit, il ne puisse plus le faire lui-même. Je me dis ça, mais voilà, j'ai pas de réponse. C'est le choix de Rémi.
Merci beaucoup, madame, d'avoir surmonté votre chagrin et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci et courage à vous. Un coup de froid sur l'activité économique française. Pour la première fois depuis 2002, la production nationale ralentit et recule même par rapport au trimestre précédent. C'est le contre-coup d'une possible récession mondiale et qui est peut-être à nos portes, comme nous l'expliquent Romain Messi et Éric Delagneau. Rentrée anticipée et réunion dès lundi entre François Fillon et Christine Lagarde, car la croissance économique est en berne. Au deuxième trimestre, le PIB de la France a reculé de 0,3%, une première depuis 6 ans. Même constat pour l'ensemble de la zone euro, la croissance baisse de 0,2%. Le gouvernement y voit la conséquence de la crise financière mondiale et refuse l'idée d'une récession, mais tous les indicateurs économiques sont au rouge. Faute de pouvoir d'achat, la consommation des ménages s'essouffle depuis plusieurs mois, alors que les prix ont augmenté de 3,6% sur un an. De son côté, la production industrielle a chuté de 1,4% au deuxième trimestre et le commerce extérieur affiche un déficit record. La conjoncture est sombre, mais les économistes voient quelques raisons d'espérer. Le prix du pétrole baisse. Cette baisse du prix du pétrole, elle a été suivie de baisses moins fortes, mais de baisses quand même sur les matières premières alimentaires, ce qui signifie qu'on pourrait avoir une décrue de l'inflation à l'horizon de la fin de l'année. La croissance en 2008 s'annonce d'ores et déjà faible, bien en dessous des 2% rêvés en début d'année par le gouvernement. Et pour aider les ménages les plus modestes, le gouvernement a décidé de relever le plafond des ressources qui donne droit aux tarifs sociaux du gaz et de l'électricité. 2 millions de foyers environ vont pouvoir en bénéficier. Un reportage Juliette Guérin et Alain Locachio. Alexandra Gauthier vit seule avec son fils. Salariée à temps partiel, elle gagne 780 € par mois. Elle bénéficie du tarif social de l'électricité. Une économie de 8 € chaque mois. 8 € par mois, c'est vrai que c'est pas énorme, mais tout cumulé, eh ben, ça peut faire un cadeau plus important à Noël, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est quand même très appréciable de pouvoir faire plaisir à son enfant. Les foyers les plus modestes peuvent en moyenne espérer une réduction de 75 € par an sur leur facture d'électricité. Jusqu'à maintenant, pour en bénéficier, il fallait gagner moins de 460 € par mois. EDF vient de relever le plafond à 620 €, majoré en fonction du nombre de personnes à charge. Mais cela reste en dessous du seuil de pauvreté, un regret pour les associations. On voit bien qu'on s'adresse à des situations extrêmement modestes, à des personnes qui de toutes les manières auront de plus en plus de mal à accéder aux tarifs de l'énergie. Donc ça pose le problème aujourd'hui de la politique tarifaire en matière d'énergie. Gaz de France s'appuiera pourtant sur les mêmes critères pour appliquer son nouveau tarif social. Une déduction de 17 à 118 € par an en fonction de la consommation. Une petite compensation. En 4 ans, le gaz a augmenté de 50%. Dans le Caucase, la situation reste extrêmement tendue en dépit des efforts diplomatiques déployés par les Européens et les Américains. Les forces russes occupent toujours Gori, en Géorgie, en contradiction avec l'accord qu'ils ont signé avec Nicolas Sarkozy au nom de l'Union européenne. Sur place, voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Loïc Delamornay, Zinedine Boudaoun et Yann Moine. Des mines patibulaires, un style entre Forban et militaire, voici une image rare des milices sud-ossétiennes, ces groupes armés qui agissent plus ou moins sous contrôle russe dans une ville de Gori laissée à l'anarchie. Ce matin, ils ont arrêté ce groupe de photographes pour voler leur véhicule. L'intervention d'un journaliste russe fait renoncer ces hommes plus bandits que soldats. Des meurtres, des viols, des pillages de banques ont été rapportés sans qu'on puisse les confirmer. À l'entrée de la ville, la presse interroge le général russe qui commande la place. Qu'est-ce que vous croyez? Moi je m'occupe de la situation globale. Je ne suis pas un petit garçon qui fait mumuse à devoir protéger chaque voiture. Vous les journalistes, vous racontez toujours n'importe quoi. Vous dites que la ville est détruite. Bon oui, il y a eu quelques bombes, mais la ville tient quand même debout. La situation est imprévisible. Cette journaliste géorgienne est victime d'un tir de sniper en plein direct télévisé. Elle a eu chaud, la balle lui a juste effleuré le bras. La police géorgienne, massée à l'entrée de la ville, attend le bon vouloir des Russes pour entrer rétablir l'ordre. Ils disent qu'on pourrait vouloir les doubler en faisant entrer nos forces de sécurité. Ils sont très suspicieux. Il faut y aller doucement. En fin de journée, policiers géorgiens et soldats russes font une jonction symbolique pour gérer ce point de contrôle ensemble, mais les voitures de police
n'iront pas plus loin que les tanks russes. L'armée russe contrôle cette zone, mais les pillages de bandes armées continuent à rendre la région très dangereuse. Il faudra sans doute plusieurs jours avant que des observateurs internationaux puissent se rendre à Tchingvali, la capitale de l'Ossétie du Sud, pour y faire enfin un bilan fiable des victimes de cette guerre. Les côtés russes ont fait valoir le droit des populations à réclamer leur autonomie. Si l'Ossétie du Nord est rattachée à la Russie, celle du Sud fait théoriquement partie de la Géorgie. Mais la plupart des habitants ont fui cette province pour se réfugier dans le Nord. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit jeudi extrêmement préoccupé par la situation humanitaire en Géorgie. Reportage dans un camp de réfugiés avec Laurent Boussier et Sergueï Rojegov. C'est un camp de transit comme il en existe plusieurs à la frontière entre l'Ossétie du Sud et l'Ossétie du Nord. Un camp où depuis une semaine sont passés plus de 6000 réfugiés, majoritairement des femmes et des enfants, qui ont fui à l'arrivée des militaires géorgiens. On s'est caché dans la forêt pendant 2 jours avec nos enfants, seuls. On n'avait rien à manger. Ici, ils sont accueillis, réconfortés, pris en charge par les membres du ministère russe des situations d'urgence. Bien qu'habitant une région située sur le territoire de la Géorgie, ils ont tous un passeport russe et tous racontent la peur et les destructions des premiers jours de la guerre. On est parti au début des bombardements. Il y avait déjà 7 personnes tuées parmi les civils. Distribution de vêtements et de nourriture, image classique d'un camp de réfugiés. Mais pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui, c'est surtout la première nuit en sécurité. Sous la tente, quand les enfants dorment, les adultes parlent de l'avenir, mais sans illusion. Les Géorgiens sont proches de nous, ils sont nos voisins, c'est normal. Mais penser que l'Ossétie du Sud c'est la Géorgie, je n'arrive pas à comprendre. C'est très difficile à comprendre pour moi. Tous ces réfugiés souhaitent évidemment rentrer chez eux le plus rapidement possible. Mais si le cessez-le-feu, qui a l'air de tenir à peu près depuis 2 jours, leur donne bon espoir, il n'est pas question pour eux de repasser sous tutelle géorgienne. Tous veulent plus que jamais rester russes. Et la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice s'est longuement entretenue aujourd'hui avec le président français Nicolas Sarkozy au fort de Brégançon. Européens et Américains partagent la même analyse sur la situation dans le Caucase et réclament une issue rapide du conflit. Jean-Marc Elouz. Loin d'un conflit où les belligérants restent toujours face à face, la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice est venue cet après-midi faire le point avec Nicolas Sarkozy avant de se rendre à son tour en Géorgie. Remerciements à la France et à l'Europe pour leur médiation à chaud et un nouvel appel insistant à Moscou. Le président russe a affirmé que les opérations militaires se sont arrêtées. Nous souhaiterions qu'il tienne parole et que ces opérations s'arrêtent. On n'arrête pas comme ça les choses. Sur le terrain, ça va mieux. Si demain, M. Saakashvili signe le document que nous avons négocié avec M. Medvedev, alors pourront s'amorcer le retrait des troupes russes. C'est ce qui est en cause. Au lendemain de son escapade française, Mme Rice soumettra au président géorgien la dernière mouture de l'accord négocié entre l'Europe et les Russes. Un accord compliqué, une trêve fragile, mais pourquoi se refuser quelques instants de légèreté avant de reprendre le collier? Depuis plusieurs jours, des policiers venant de plusieurs pays européens patrouillent dans Paris aux côtés de leurs collègues français. Ils aident les touristes mais parfois aussi interviennent. 2 policiers, un Italien et un Belge, ont ainsi aidé à interpeller un pickpocket dans le métro. Ils ne sont que 9 pourtant à circuler dans Paris. Hakim Abdelkhaled et Virginie Travers. L'Europe policière est en marche. Aux côtés de policiers français, Fernando Porrino est membre de la Polizia italienne. Avec son uniforme, il patrouille lui aussi sur les Champs-Élysées. Sa mission, assister les nombreux touristes italiens. On a aidé pas mal de compatriotes pour donner des renseignements et hélas on a dû les aider même pour déposer des plaintes parce que bon, il y a des gens qui ne comprennent pas parfaitement ou bien ils ne parlent pas du tout la langue française. Des touristes italiens souvent intrigués qui n'hésitent pas à l'aborder. C'est une protection en plus. On se sent comme à la maison. Benjamin, policier hollandais. Jorge, police espagnole. Julie, police française. Au total, une quinzaine de policiers européens circulent sur les lieux touristiques, comme ici à Versailles. Les questions sont parfois très pratiques.
Il faut qu'elle vérifie avec le gouvernement espagnol les modalités d'entrée sur le territoire espagnol pour les chiens. Il faut qu'ils soient vaccinés. Traduction quasi simultanée. Et quand ils discutent ensemble, cela ressemble parfois à un cours de droit européen comparé. Les différences pour interpeller les gens, s'ils peuvent faire usage de la force, l'usage des armes, quel équipement ils disposent, les durées de garde à vue. Cette expérience pourrait être étendue à tous les lieux touristiques en Europe et lors des grandes manifestations culturelles et sportives. C'est une étude très sérieuse du ministère britannique des Affaires étrangères qui s'inquiète du comportement qualifié d'inapproprié de ses ressortissants lorsqu'ils sont en vacances à l'étranger. Ces comportements sont dus la plupart du temps à une consommation excessive d'alcool et véhiculent une image plutôt négative des sujets de sa très gracieuse majesté. Reportage Arnaud Boutet et Laurent Desbois. Lorsque le soleil se couche, les Britanniques se lèvent pour faire la fête et deviennent le cauchemar des autorités locales. Chaque été, comme ici en Crète, l'image ne relève pas du cliché. Je me suis coupé. Et comment? Je ne sais pas. Loin des parents, ils viennent pour boire et la nuit se termine souvent en bagarre. L'an dernier, 4600 jeunes Britanniques ont été arrêtés hors du Royaume-Uni. Agression, viol. Tous les matins, ce médecin distribue des pilules du lendemain et il entend la même histoire. On me dit toujours, j'ai trop bu la nuit dernière et ce matin, il y avait dans mon lit 3 ou 4 hommes. Première destination, l'Espagne. 17 millions de Britanniques. Les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas et les agences reconnaissent leur impuissance. C'est difficile de dire aux gens de ne pas trop boire. Nos clients sont des adultes et avec le nombre important de voyageurs, certains se retrouvent forcément dans des situations dangereuses. On ne peut pas l'éviter. En Angleterre, la consommation dans les pubs prend aussi une tournure inquiétante. En 15 ans, le nombre de morts liés à l'alcool a quasiment doublé. Les Anglais boivent trop et surtout trop vite, jusqu'à 4 litres par personne certains soirs. La bière traditionnelle est devenue un problème de santé publique. Et en France, la prudence va s'imposer sur les routes. Il y aura beaucoup de circulation en cette fin de semaine. C'est surtout dans le sens des retours que les routes seront chargées. Samedi est classé rouge, vous le voyez. La sécurité routière estime en tout état de cause que ce long week-end donnera lieu à un trafic important. Première vendange à Rivesaltes, où l'on a commencé à accueillir cette nuit le muscat, raisin destiné à élaborer le vin blanc doux naturel qui porte le même nom. Dans le reste de la région, les vendanges devraient commencer dans 8 jours. Marie-Laure Guerrier et Cyril Paquet. Les nuits de pleine lune, ou presque, un balai de monstrueuses machines parade dans les vignes. Secouée violemment, elle livre le petit grain doré et fruité qui sera recueilli dans les entrailles de la bête. Depuis hier soir, 23 h, on vendange le muscat à Rivesaltes. Quand il fait chaud, ce jus s'oxyde. Le fait de vendanger la nuit, on est sur des températures qui sont proches de 20, voire même en dessous de 20. Donc là, le jus est protégé beaucoup plus longtemps. Au petit jour et jusqu'en fin de matinée, les mains des saisonniers prennent le relais. Une grappe sur 2 est cueillie pour le muscat sec, le reste sera dédié au vin doux. Tout ce que la machine ne peut pas attraper, c'est-à-dire à une trentaine de centimètres du sol, nous on l'enlève à la main systématiquement. Sur fond de crise viticole, avec plus de 25 000 hectares de vignes arrachés dans le Languedoc en 2 ans, cette exploitation a dû se tourner vers l'étranger. Notre salut tient essentiellement à l'export. Nous sommes actuellement présents sur une quarantaine de pays à l'étranger. Et actuellement, c'est ce qui nous permet de faire la différence parce qu'actuellement, au niveau national, il y a une régression énorme au niveau de la consommation du vin. Des étrangers qui plébiscitent le muscat sec de Rivesaltes pour sa teneur en sucre aux alentours de 12,5% et son acidité. C'est du raisin qui vient juste d'être pressé, donc c'est forcément très fruité. Ce qui nous intéresse, c'est surtout cette vivacité, cette fraîcheur. Il y a quand même beaucoup d'acidité, c'est ce que l'on recherchait. Trop tôt encore pour se prononcer sur le millésime 2008. Il faudra attendre encore 2 semaines que le jus de raisin fermente pour avoir le verdict. Retour à Pékin pour faire le point sur les autres médailles françaises, car la journée a été faste. Dans le sillage d'Alain Bernard, sacré champion olympique, d'autres ont été couronnés de bronze. Sur place, Manuel Tissier et Jean-François Monnier. Bronzage intégral. Deuxième finale, deuxième podium pour Hugues Dubosc. Et le Havre ne s'en lasse pas. Le bronze suffit à son bonheur. Déjà 3e sur 100 mètres brasse, Hugues Dubosc s'est fait mal ce matin pour doubler sur 200 mètres. Avec sa médaille d'Athènes, il porte son total à 3.
record pour un nageur tricolore. Je fais ma course et une fois que je touche le mur, je regarde ce que je suis. Et à ce moment-là, c'est l'explosion de joie parce que faire 2 médailles dans une Olympiade, je suis vraiment content là. Une seule médaille, même de bronze, peut suffire. Les larmes de Stéphanie Possamay disent tout des émotions olympiques. Son entraîneur l'a poussée dans ses derniers retranchements pour renverser l'Espagnol San Miguel, qu'elle n'avait jamais battu. La judokate du Sud-Ouest a eu besoin de cet aiguillon. C'est un combat de 4 ans qui s'achève par une victoire. Ça fait 20 ans que je fais du judo et voilà, c'est le fruit de 20 années de judo et c'est énorme, quoi. Et quand la médaille est inattendue, les effusions n'ont plus de limite. Benoît Karanob a rapporté à la France son premier podium dans le concours général de gymnastique depuis 88 ans. Des 6 agrès au programme, le sol a fait la différence, à 2 doigts de la perfection. Je suis plus heureux des hommes. Ah ouais. Vraiment, cette médaille de bronze, certains diront que c'est qu'une médaille de bronze, mais pour moi, ça vaut toutes les médailles du monde. C'est énorme. Ces moments-là représentent des années d'efforts, de souffrance parfois. Alors le métal est toujours précieux. Et la France continue sa remontée dans le tableau des médailles en passant au 9e rang contre le 12e hier. Changement aussi en haut du tableau. Après la Chine et les États-Unis, c'est désormais l'Allemagne qui est au 3e rang avec 7 médailles d'or. On le sait, les Chinois n'ont pas hésité à raser une partie de Pékin historique pour moderniser la ville en vue des Jeux Olympiques. Mais il reste tout de même des quartiers non rénovés dans la capitale. Alors, faute de temps, des murs ont été construits pour cacher la misère aux yeux des visiteurs occidentaux, à côté de la place Tiananmen ou même dans certaines rues commerçantes. Reportage Pascal Golomer et Sylvain Giaume. Il est apparu un beau jour, sans explication, le long d'un grand boulevard au sud de Tiananmen. Ce mur d'enceinte flambant neuf, inspiré de l'architecture traditionnelle, ne sert à rien, si ce n'est à masquer les boutiques et les immeubles qui avaient jusqu'alors pignon sur rue. Le mur, c'est soi-disant un mur de décoration. Mais en fait, c'est pour cacher la misère, cacher les maisons en mauvais état, pour que ceux qui passent devant ne voient plus rien. En fait, le quartier doit être détruit, mais les autorités locales n'ont pas réussi à faire partir tous les habitants avant les Jeux Olympiques. Problème d'indemnisation. En attendant, ce mur sauvera les apparences, et tant pis pour ceux qui restent. C'est normal que nous, les commerçants, on soit contre ce mur, parce que c'est très mauvais pour nos affaires. Le mur est tellement haut, les passants ne peuvent plus voir ce qu'il y a à l'intérieur du magasin. Durant les Jeux, les visiteurs ne doivent voir que ce que les autorités sont fiers de montrer. Les chantiers sont donc dissimulés derrière de grandes palissades. La grande rue de Tiananmen, elle, a été ouverte juste à temps, la veille de la cérémonie d'ouverture. Ici, tout a été rasé, puis totalement reconstruit, imitation ancien. Les magasins ne sont pas encore ouverts, et ce qui n'est pas présentable et bien dissimulé, le public chinois, lui, apprécie. Tout change, la société change. Bien sûr, dans notre cœur, on voudrait tout préserver, mais certaines choses anciennes, on ne peut rien faire. Pour ces Jeux, Pékin voulait la plus belle vitrine possible, quitte à cacher ce qui ne pouvait pas être reconstruit tout de suite, comme un décor en trompe-l'œil pour faire illusion pendant 2 semaines seulement. Une journée dans la capitale olympique s'est aussi fait de bonheur et de contrariété, à commencer par une météo tropicale. La pluie s'est abattue sur Pékin. Christophe Duchiron. En Chine, 2008, c'est l'année du rat, mais aujourd'hui à Pékin, c'était la matinée du temps de cochon, car le temps était à l'orage aux trompes d'eau et aux parapluies. Le Pékinois est trempé comme une soupe, l'athlète est rincé. Au tir, il tombe des cordes à son arc. Au beach volley, les joueuses ont mouillé le maillot de bain et leur tout petit maillot de corps. L'aviron et le canoë-kayak sont reportés, d'autres épreuves suspendues. C'était l'heure de la glorieuse incertitude du sport et de la météo. Et ta sœur, elle habite toujours Pékin ? À la lutte, le temps aussi était à l'orage. Au moment de la cérémonie protocolaire, le Suédois Abrahamian descend soudainement du podium et abandonne sa médaille de bronze sur le tapis en signe de protestation. À cause d'une décision d'arbitrage qu'il contestait depuis le matin, en quelque sorte, c'était sa lutte finale. Le cours central en matinée sous les gouttes. Et l'après-midi dégoûté, comme le Suisse Federer qui comptait se refaire une santé olympique aux Jeux et qui est éliminé dès les quarts de finale et en 2-7 par l'Américain James Blake. Pour Federer, 2008 est l'année du rat, dégoût. Et ta sœur,
Elle habite toujours Pékin? En finale du 200 mètres papillon, drôle de mésaventure pour la Française Aurore Mongel, qui a vu arriver dans son couloir un objet volant globalement identifié. Un mini tambourin venu des tribunes et lâché par un supporter un peu trop énergique. La Française qui termine 6e n'a pas porté réclamation, la classe, en dépit d'une performance sans tambour ni trompette. Football, les supporters du Paris Saint-Germain sont soulagés. Le club est finalement autorisé à participer à la Coupe de la Ligue. C'est ce qu'a décidé cet après-midi le tribunal administratif de Paris. On se rappelle que la Fédération de football avait voulu exclure le PSG de la Coupe après la banderole anti-ch'ti déployée lors de la finale en mars dernier. Aujourd'hui, le tribunal a considéré la sanction disproportionnée. Et puis en Ligue des Champions, bon démarrage pour l'Olympique de Marseille qui a battu hier les Norvégiens de Bergen 1-0. Lors du 3e tour préliminaire aller, l'OM s'est imposé grâce à Bruno Chéroux, vous le voyez. Match retour le 27 août au stade Vélodrome. 28e festival de piano de la Roque d'Enterron dans le Luberon. Les concerts comme chaque année se tiennent en plein air, mais peu à peu les lieux de représentation s'étendent. Reportage sur place, Isabelle Bechler et Frédéric Bazille. À la Roque d'Enterron, sous les platanes centenaires, les effluves de musique n'intimident pas les cigales. Chaque matin, les mélomanes peuvent assister gratuitement aux masterclass. Ici, 2 jeunes interprètes du Japon sont accompagnés dans leur apprentissage par des concertistes confirmés, les 3 membres du trio Wanderer. C'est une balade, donc ça veut dire qu'il se passe des choses, mais on se promène en même temps de manière un peu tranquille. Ouais. Une balade, c'est pas une course. Hein. Bon, tu vois, ça c'est fortissimo. Même si tu veux ménager le violon, c'est très violent. C'est très beau, c'est très chaud de son. On a besoin d'un peu plus d'aspérité peut-être. D'accord. Une résidence de 10 jours à la Roque d'Enterron, très riche en expérience pour le duo japonais. Là, c'était un peu trop. En plus, on peut jouer pour le concert à l'extérieur. Et ici, il y a 2 vents, il y a même cigales. Ce soir, elles joueront gratuitement dans le village de Plan d'Orgon, pendant que leurs professeurs se produiront, eux, au temple de Lourmarin. Les 3 solistes travaillent ensemble depuis 20 ans. Ils répètent néanmoins pour prendre possession du lieu et équilibrer leur son. Un trio, c'est un peu comme la Trinité, c'est-à-dire c'est d'être 3 personnalités très distinctes dans un tout. Ou comment transmettre l'alchimie de la musique de chambre. Quant à nos 2 jeunes musiciennes japonaises, concert donné, elles se retrouvent spectatrices de la grande scène du soir, au château de Florent, l'épicentre de ce festival de la Roque d'Enterron qui essaime désormais pendant 3 semaines et sur tout le Luberon. Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de cette journée. Alain Bernard n'a pas failli dans l'épreuve reine de la natation, le 100 mètres nage libre. Il a été sacré ce matin champion olympique en 47 secondes et 21 centièmes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Tania Young, suivie du point route de Julien Pascal. 20h50, Secret d'Histoire. Stéphane Bern nous parlera de Napoléon et des femmes. Demain, à 13h, vous avez rendez-vous avec la pétulante Sophie Le Saint. Puis à 20h avec Olivier Galzi pour tout le week-end. Je vous retrouve lundi à 20h. Très bonne soirée à tous. Au revoir. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr. Votre soirée sur